face à Benjamin Lecomte. Et il est important, hein, ce penalty. Allez, le pied droit de Greenwood, 8e minute au Vélodrome. Je veux entendre ce volcan exulter sur la frappe du pied droit du numéro 10 de l'Olympique de Marseille. On prend du temps avec Jérôme Brizard qui demande aux Montpellierin de rester derrière la ligne. C'est sifflé, les 3 pas d'élan. Mason Greenwood. L'ouverture du score de l'Olympique de Marseille à la 8e minute grâce à Ulysse Garcia qui est allé chercher seul comme un grand un penalty transformé avec beaucoup de sérénité, de calme par Mason Greenwood. Mason Greenwood 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Kondogbia vers Murillo sur le côté droit. Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec Luis Enrique des doublements? Ça ne sort pas, c'est bien joué. Murillo qui va aller en position de débordement, c'est bien joué de la part d'Amir Murillo, le centre, deuxième poteau, la tête et ça va au fond, les amis, avec Murillo pour Luis Enrique, bien joué vers Amir Murillo, il a devant lui Mason Greenwood, est-ce qu'il va centrer? Greenwood, le contrôle, la frappe. Le doublé de Mason Greenwood et la deuxième passe décisive consécutive d'Amir Murillo. Amir Murillo, les amis, qui délivre un caviar à Mason Greenwood, contrôle pied gauche, frappe enchaînée pied droit, et l'OM qui mène 3-0, et c'est normal, et c'est presque pas suffisant, Jaco. Ah, c'est bien joué ça, Merlin. Le centre, le centre d'Ulysse Garcia et la reprise de Jonathan Rowe. Jaco, le geste, tout est beau, tout est parfait dans cette action. La déviation de Merlin, le centre en première intention d'Ulysse Garcia et la reprise en première intention aussi de volée de Jonathan Rowe. Greenwood, est-ce qu'il peut accélérer? Greenwood sur le côté, il repart par le cœur du jeu avec Benasser qui a vu l'appel de bas, il n'y a pas de hors-jeu. Allez, Adrien Rabiot, voilà, même quand son match est pas le top du top, il arrive, le Duc de Marseille a marqué le 5e but de l'Olympique de Marseille, alors que les fumigènes ont envoyé de la fumée dans ce volcan du Vélodrome. Le 5e but de l'OM à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Ce soir, 5 buts à 1. On attendait des buts. Malheureusement, l'Olympique de Marseille a encaissé un but. Mais bon, voilà, on va retenir quand même le festival offensif des Marseillais ce soir. Si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15 04. Oui. Allez. Voilà, sans oublier bien évidemment le jingle. Si vous souhaitez nous appeler, je le disais, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour débriefer avec nous cette rencontre. Jaco, on a vécu, on va se le dire, une très très belle soirée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu 5 buts de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Oui, début de soirée assez compliqué, difficile. Voilà, on a eu une belle fin de soirée, mais l'entrée en matière, elle a été très très compliquée de la part des Marseillais. Il faut retenir la victoire, elle est importante, elle est essentielle, mais par contre, il va falloir aussi poser certaines questions sur cette qualité pourri de la première mi-temps, parce que on se le doit, on nous le doit. Il doit nous donner des explications, le coach, parce que tu ne peux pas et tu ne pourras pas jouer au football contre une équipe meilleure et faire un résultat pareil. Voilà, une deuxième mi-temps, oui, intéressante, oui, avec des buts,
Mais moi, cette première mi-temps, je l'ai quand même en travers. Eh bien, bien évidemment, on va analyser le match de cette Olympique de Marseille. On va analyser la première mi-temps, la deuxième mi-temps. On va parler des cas individuels. Mason Greenwood qui a inscrit un doublé ce soir et sur penalty dans le jeu. La très bonne titularisation une nouvelle fois de Ulysse Garcia qui marque des points, tout comme Amir Murillo. On va en parler dans ce débrief du bar des supporters et on va accueillir notre premier auditeur par téléphone. C'est Nico qui nous a rejoint. Salut Nico. Salut Enzo, salut Jacques. Nico, un festival offensif, c'est ce qu'on attendait ce soir face à Montpellier? C'était la moindre des choses, hein. Vu l'adversité qu'il y avait en face, c'était la normalité de mettre au moins 4 ou 5 buts. Ça a été très 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 long à venir. Je rejoins Jacques, la première mi-temps qu'on fait, c'est tout simplement scandaleux de faire ça à domicile avec un tel public. On s'est enfin réveillé en deuxième mi-temps. Voilà, ce soir les feux sont au vert, on reprend la deuxième place, on marque 4 buts de plus au goal average, donc la soirée se termine bien. La première mi-temps, on va en parler. Avant ça, on va rappeler la composition de départ qu'a adopté Roberto De Zerbi. Geronimo Rulli bien évidemment dans les buts. Une défense à 3 encore avec Geoffrey Kondogbia dans l'axe, Ulysse Garcia à gauche, Amir Murillo à droite. Piston droit, on retrouvait Luis Enrique. Piston gauche, Quentin Merlin. Un milieu qu'on retrouve maintenant de plus en plus avec Pierre-Emile Højbjerg et Valentin Rongier. Juste devant eux, Mason Greenwood et Adrien Rabiot. Puis le retour en pointe d'Amine Gouiri qui a joué un peu plus de 60 minutes. Comment tu expliques, Nico, cette mauvaise première période, sans oublier que l'OM a quand même marqué rapidement juste avant la 10e minute? C'est ça qui est quand même incroyable, c'est que tu ouvres le score quasiment d'entrée de jeu et après derrière ça il n'y a rien. Mais je pense que le système de Zerbi, je pense qu'il est têtu, il s'obstine dans ce système-là, comme l'ont dit Karim et Jacques toute la semaine dans le bar des supporters. Tu reçois Montpellier chez toi, avec un stade comble. Tu dois attaquer plus que ça, que cette défense à 3, avec un seul joueur offensif devant Amine Gouiri. C'est pas possible. Tu dois mettre plus de joueurs offensifs, mettre plus de rythme pour mettre plus de rythme et aller plus de l'avant. Jaco, c'est vrai qu'on se rappelle il y a quelques semaines quand on disait l'OM ronronne, mais l'OM à chaque fois que l'OM marque, l'OM après déroule. Et ce soir honnêtement, moi quand l'OM a marqué le premier but grâce à Mason Greenwood, j'ai dit bon ça y est, l'OM va dérouler, ça va finir par un 5-6 buts pour les Marseillais. Ça a été le cas mais pas en première période. Comment tu l'expliques un petit peu cela? J'ai aucune explication. Il faut se rendre compte. Oui, c'est une victoire. Oui, on est content. Oui, on a repris la deuxième place du championnat. Mais si on veut être objectif, il faut qu'on se rende compte. J'écoutais attentivement ce que disait Nicolas, mais il a tout à fait raison. Il faut, à un moment donné, contre une petite équipe de Montpellier qui n'arrive pas à faire grand chose, qui est sur 10 défaites consécutives, qui n'a pratiquement pas d'attaquant, comment tu fais pour ne pas mettre un deuxième attaquant, toi de pointe, pour être dans cette défense à 5 un peu plus nombreux? Moi je suis désolé, oui ce soir le coach il va être content, il va nous expliquer beaucoup de choses, mais je veux savoir comment on va pouvoir aborder le match contre Brest, parce que cette équipe montpelliéraine c'est presque, j'ai pas envie de les traiter parce que ça serait pas joli, mais c'est presque trop facile. Il n'y a rien dans cette équipe, il n'y a rien qui va, et donc on peut se contenter de cette médiocrité. Mais moi je pense qu'il ne faut pas. Ça ne serait pas rendre service à l'OM. Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué pour le Montpellier Hérault. Nico, pas rendre service à l'OM, de tout voir positif finalement ce soir. Est-ce que toi tu vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide après cette rencontre contre Montpellier? Honnêtement, ce soir il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. Pour moi ce soir je vois le verre à moitié vide. Parce qu'il faut prendre en compte l'adversité ce soir. C'était très très faible. Et encore ce soir tu trouves le moyen de prendre un but. Il y avait des gains en face. Jacques l'a dit, je pense que c'est une des pires équipes de l'histoire de la Ligue 1 qu'on avait en face de nous. Alors ok, tu ressors avec 5 buts, tu as repris de la confiance offensivement, tu reprends ta deuxième place. Mais bon, ce soir il n'y a pas de quoi s'emballer non plus. Et la semaine prochaine contre Brest, ça va pas être la même chose du tout.
Avec Brest qui peut être l'arbitre au final de cette fin de saison, parce que Brest va jouer de nombreuses équipes du haut du tableau, et l'objectif de l'Olympique de Marseille, ça sera de prendre les 3 points ici même à domicile. Ça sera dimanche à 20h45 dans un Vélodrome qui s'annonce bien évidemment encore une fois très très bien rempli. On le rappelle, ce soir record d'affluence pour le stade Vélodrome face au dernier de Ligue 1, plus de 66 320 spectateurs présents ce soir. Un immense bravo aux supporters de l'Olympique de Marseille. Merci Nico d'avoir été avec nous sur Maritima. Jacques, cette première mi-temps, l'OM a marqué rapidement, on l'a dit. L'OM a ensuite ronronné. Il y a eu des choses positives, il y a eu des choses négatives, mais l'Olympique de Marseille a su créer des occasions, notamment grâce à un joueur, Ulysse Garcia, qui a été peut-être un des détonateurs de cette équipe, et peut-être une des grandes satisfactions de cette soirée. Et pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui joue très peu, et c'est un joueur qui prend des initiatives. C'est un joueur qui n'a pas le stéréotype de la méthode de Zerbi, c'est-à-dire que lui il prend des initiatives, il est capable de courir très vite, de pouvoir provoquer, de partir de l'avant. Par contre, les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec Roberto De Zerbi, ils perdent leur football parce que tout le monde repart de l'arrière, et donc il n'y a aucune créativité. Donc lui, ce soir, il a été essentiel à la victoire de l'OM. Il est pratiquement dans tous les bons coups. Donc je suis très 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 heureux de le voir avec nous, et on en parlait tout au long du match. Si on a la chance de récupérer Balerdi, si tu as une défense à 3 avec Murillo, Balerdi et Ulysse Garcia, croyez-moi que ça sera beaucoup mieux qu'avec Geoffrey Kondogbia. Parce qu'on le rappelle que Roberto De Zerbi attend Leonardo Balerdi face à Brest, pour peut-être aussi le préparer pour ce match déterminant qui va être face au LOSC dans 2 semaines. Allez, on va accueillir Jean-Max qui était avec nous à la mi-temps, et que l'on retrouve maintenant. Jean-Max, Ulysse Garcia qui a confirmé son très beau match de la semaine dernière face à Monaco, avec une nouvelle très très bonne prestation, un penalty provoqué et une passe décisive. Oui, bonsoir Jacques, et rebonsoir Enzo. Oui, effectivement, Ulysse Garcia ce soir, il est comme je vais répéter ce qu'a dit Jacques, il a osé, il a essayé de faire des choses, il a eu ce petit dépassement de soi. Et avec ces petits dépassements de soi, tu crées des différences. C'est pour sortir du ronronnage de cet Olympique de Marseille qui nous a fortement agacés en première période. Et oui, il a été l'un des détonateurs. Après, il y a le talent de Greenwood, notamment sur son but. Il y a celui d'Orov qui est magnifique. Mais je vais rejoindre l'auditeur précédent. C'était Montpellier. Ça m'agace de le dire parce que c'est un club que j'aime bien. Mais malheureusement, Montpellier très faible cette saison, très 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 faible. Il va falloir revoir certaines choses défensivement, notamment contre Brest, ça va pas être la même mayonnaise, effectivement. Ouais, un peu le même avis que Nico. Cette rencontre, toi, tu préfères retenir les 5 buts marqués par l'Olympique de Marseille, ou est-ce que tu retiens ce but encaissé qui est la grosse tache noire finalement de cette soirée? Enzo, je vais retenir un petit peu les deux. Oui, effectivement, on a vu sur les 5 buts 3 très beaux buts, notamment celui de Greenwood, on sait de quoi il est capable, notamment sur la passe de Murillo, où lui, on le sait, dans la surface de réparation, il a un ballon, ça va au fond, c'est fixé à chaque fois, parce qu'il a le talent, il a la technique. Et effectivement, je rejoins Jacques quand il fait ses analyses et qu'il dit souvent arrêtez de demander à Mason Greenwood de défendre quand il est dans la surface et dans la zone de vérité. Il les met au fond. Puis il y a surtout c'est Ulysse Garcia qui fait ce superbe centre. Et quel but de Jonathan Rove. Voilà, Jonathan Rove qui apporte cette profondeur. Et j'espère que ce que je voudrais retenir, c'est surtout que ce but peut-être à Jonathan Rove, qui pour moi est un garçon qui est intéressant, qui apporte cette vivacité dans le front de l'attaque de l'OM, s'il a pris confiance ce soir avec ce but qui est magnifique, parce que le mouvement est magnifique, parce qu'on va de l'avant, parce qu'il y a un centre en première intention, il y a le bon appel de balle au premier poteau de Rove, qui met cet extérieur du pied un petit peu acrobatique, et voilà, et puis le but d'Adrien Rabiot sur une très belle entrée de Ismaël Benasser, qui évidemment on le sait quand la technique il l'a, et il lui met une passe clinique
et ensuite évidemment le talent de Rabiot qu'on n'a pas trop vu, mais qui marque un très beau but. Jean-Marc, tu parles de Bennacer, de Rowe. Est-ce que finalement les entrants eux aussi ont fait la différence, et ça peut être aussi le facteur plus dans ce sprint final, pas que parler des titulaires, mais aussi parler des remplaçants qui vont apporter tout au long de cette fin de championnat pour toutes ces rencontres finalement. Alors oui, vous savez, comme je suis un fan de Maritima, où j'écoute souvent le BDS, il y a Jacques souvent qui a cette expression quand il parle de certains joueurs. Il dit pas, ce sont pas des recrues, ce sont des renforts. Et si justement ces joueurs arrivent, quand ils rentrent en cours de jeu, à être des vrais renforts avec ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, où ils vont apporter ce petit plus, cette vitesse et cette vivacité, effectivement, ça pourra faire la différence. Maintenant, moi, ce qui me fait peur, et je le redis encore une fois, c'est notre défense. On encaisse encore un but ce soir. C'est pour ça que quand tu m'as demandé, Enzo, un pronostic à la mi-temps, moi je t'avais dit 3-1. Et je savais qu'on allait encaisser un but. Et malheureusement, j'aurais aimé me tromper. Mais on a encaissé un but parce qu'on a ce problème défensif. Et je pense, alors après, c'est peut-être notre débat, mais ce qui peut-être fragilise les attaques de l'Olympique de Marseille et ce bloc bas de nos milieux de terrain, c'est peut-être cette frilosité défensive qui ne rassure personne et qui peut-être, on va dire, bride un petit peu les allants de l'OM. Voilà, c'est peut-être aussi ça. C'est pour ça que ça me fait peur pour la suite. Et c'est finalement cette largesse défensive que l'on pointe du doigt depuis maintenant quelques temps. Et pour le moment, Roberto De Zerbi a décidé de continuer finalement cette défense à 3. Il a dit encore, il a répété à de nombreuses reprises que pour le moment, il ne se voyait pas jouer à 4 car il n'avait pas les joueurs pour jouer dans un système à 4. Victoire ce soir de l'Olympique de Marseille, mais comme tu le disais, avec un but encaissé qu'on est obligé bien évidemment de retenir. Merci en tout cas Jean-Max d'avoir été avec nous à la mi-temps et d'avoir été avec nous dans le débrief du BDS. Jaco, ce but encaissé, il est évitable. Il est évitable parce que presque on le voit venir que ça va se finir par une grosse occasion, voire par un but de l'Olympique de Marseille. Et je ne veux pas encore une fois le pointer du doigt, mais Luis Enrique, il est en retard sur ce but. Oui, mais Luis Enrique, il est en retard. Et oui, et donc, et vous êtes en train de tomber sur Luis Enrique. Non, Jaco, je ne suis pas en train de tomber sur Luis Enrique, mais il est quand même en retard sur ce but. Alors il n'y a pas que lui aussi qui est fautif, mais factuellement, il n'est pas en place. Mais demandez à Gouiri de faire défenseur central. Le joueur, les gars, le mec, il arrive du Brésil. Il a joué sur la plage à Copacabana. Il a appris à dribbler dans le sable. Et il sait faire que ça, dribbler, provoquer. Et vous voulez qu'il défende? Ah, mais il défend mal, Luis Enrique, c'est pas normal, il défend mal. Mais il le faisait pourtant il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Mais c'est pas son rôle, il a dépanné à ce poste-là. C'est insupportable d'entendre ça. C'est insupportable. Tu te rends compte que Greenwood, un jour, il a pas fait la course, on l'a sorti. Ah, il défend pas Greenwood. Et donc, le De Zerbi, le match d'après, il l'a sorti. C'est pas que pour ça, Jaco. Non, mais c'est une des choses pour lesquelles il l'a sorti. C'est-à-dire qu'il veut que ces gens-là, ils défendent. Il veut que ces gens-là, ils attaquent. Il veut que ces gens-là, ils marquent. Mais les gars, mais arrêtez d'inventer des choses. Ces joueurs-là, ils ont été formés en tant qu'attaquants. Le mec, quand tu lui dis, mais tu vois, tu as mal défendu, il doit te regarder, il doit te dire, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Mais à quel moment j'ai appris à défendre? Depuis que je suis petit, je suis sur le couloir droit, on m'a appris à dribbler, on m'a appris à être bon devant les cages, et maintenant, vous voulez que je fasse arrière droit? Voilà, et il n'est pas bon, Luis Enrique, il a mal défendu. Mais non, mais je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Voilà, tout simplement. Donc, à un moment donné, les gars, soyons objectifs. Moi, Roberto De Zerbi, je veux bien tout entendre, je veux bien tout écouter, mais il ne faut pas qu'il invente le football. Voilà, les joueurs, tu es formateur d'enfants. D'accord? Tu as des joueurs qui ont des capacités à jouer offensivement et tu as des joueurs qui ont des capacités pour jouer défensivement.
D'accord. Oui. Et est-ce que tu les mélanges? Est-ce que les attaquants, tu leur demandes de défendre et s'ils sont pas bons défensivement, tu vas les engueuler? Ben, les attaquants, il faut qu'ils marquent. Non, moi je suis désolé, j'en peux plus d'entendre ça. Voilà. Et on va encore tomber sous Luis Enrique. Eh bien, je ne suis pas de votre avis. Eh ben, on va voir ce qu'en pense Bernard, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi, Bernard. Salut les gars, bien rentré de Monaco? Oui, écoute, on est très très bien rentré de Monaco. Est-ce que tu rejoins l'analyse de Jacques? Je suis un peu partagé. Alors, qu'on ne lui demande pas de défendre tout le temps ou qu'il ne défende pas comme un défenseur, ça je suis entièrement d'accord avec Jacques. Ça, je suis d'accord. Après, ils peuvent faire les efforts dans un match de défendre. Mais ce n'est pas ce qu'on leur demande en premier. Voilà. Donc, moi, je suis partagé. Mais il faut pas. Le but, il n'est pas pour Luis Enrique parce que le ballon, quand il arrive là, il y a eu des fautes au milieu. Ça n'a pas été. Ça n'a pas été abordé comme il fallait, ce contre de Montpellier. Voilà. Mais non, moi, je le mets pas sur Luis Enrique, le but. Voilà. C'est l'ensemble de l'équipe qui est pas bonne à ce moment-là. Bien sûr, il y a eu de nombreuses erreurs sur cette occasion. Voilà. Avec ballon, du coup, parce que là, on a parlé de Luis Enrique sans ballon. Avec ballon, comment tu l'as trouvé ce soir, Luis Enrique? Il a eu, comme toute l'équipe, du mal un peu à se mettre en route. Après cette première mi-temps soporifique, lénifiante, vous pouvez employer tous les adjectifs que vous voulez, c'était pas possible de voir ça. Après la deuxième mi-temps, ben, c'est mieux. Et moi je vais vous dire mon sentiment. On a tellement souffert depuis un mois là, avec ces revers, ces roustes de prendre un 3 ici, 3 là-bas, perdre contre que ce soit. Moi je vais vous dire, je suis content que l'OM ait gagné. Alors, la première mi-temps, on n'en parle pas, ou il y aurait trop à dire. Et la deuxième mi-temps est mieux parce qu'on arrive enfin à punir cette équipe de Montpellier. Jacques l'a souligné, les faibles, tout ça. Mais encore fallait-il le faire. Et c'était pas gagné d'avance de leur en coller 5. Quand on voit ce qu'on a vu ces derniers matchs, moi le premier, j'aurais pas juré qu'on en mette 5 à la mi-temps, les gars. Tout s'est décanté en deuxième mi-temps, mais tout s'est décanté en deuxième mi-temps, Bernard. Et quelle était la différence au final entre la première et la deuxième? La deuxième mi-temps, on a pris le match un peu mieux. Après, Montpellier était sûrement un peu plus fatigué de courir après le ballon, de défendre, parce qu'ils ont beaucoup défendu, beaucoup couru. Et du coup, après, quand il y a des joueurs de talent, il faut le dire quand même, Greenwood, c'est un joueur de talent, Luis Enrique, c'est des joueurs de talent, Gouiri, il est là quand il faut. Voilà. Et j'ai écouté Jacques quand elle a frappasse et que Jacques il a dit si c'est moi je tombe, mais t'inquiète pas Jacques, moi aussi si je reprends le ballon je suis à l'hôpital là. J'étais mort de rire dans la tribune. Voilà, non. Donc l'homme a pris ça a été mieux, ils se sont mieux trouvés, il y avait un peu plus d'impact. Et après c'est que ça qu'on attend de l'OM, vous l'avez souligné l'antenne avec Karim. Dès que ça joue un peu au ballon, les joueurs de qualité on les a et voilà, et après ça le fait. Mais après, encore faut-il un peu surpasser. Il faut que chaque joueur ait un petit peu à un moment donné un dépassement de fonction. Et oui, qui se sublime. Si on le fait, moi j'ai bien sublime, Garcia, parfait. C'est le seul qui a apporté du danger en première mi-temps, Garcia. Il était devant nous. Donc moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il obtient le pénalty parce que s'il n'y avait pas eu le pénalty, les gars, comment on aurait fait pour faire sauter ce verrou en première mi-temps? Parce que c'était très compliqué pour les Marseillais. Alors, Bernard, dernière petite question pour toi. Tu le disais, tu as assisté au match en tribune. Explique-nous un petit peu comment tu as vécu cette ambiance qui quand même a été fantastique du début à la fin. Dans un premier temps avec beaucoup d'encouragement dès l'échauffement. On a vu ce spectacle fabuleux à l'entrée des joueurs où le Vélodrome s'est éteint avec les lumières braquées sur l'entrée du tunnel. Ces magnifiques tifos des Winners. Ce craquage de fumigène à la 87e minute pour célébrer les 38 ans des Winners, et que vous entendez derrière nous, ils sont toujours là, les Winners, en train de chanter les aux armes également. Voilà, explique-nous comment tu as vécu cette ambiance. Alors moi j'ai adoré ce spectacle et je vais vous dire quelque chose. Tous les soirs, tous les matchs, j'ai un collègue qui vous écoute, qui habite dans la région parisienne, c'est Pierrot. Pierrot dégueule le Parcoulin, il va se reconnaître, je suis sûr qu'il écoute ce soir. Et tous les soirs de match, je lui fais l'entrée de Jump.
je lui fais l'entrée des équipes. Et ce soir, je lui ai filmé les winners. Dès qu'ils ont mis le typo, avant même Jeff, j'ai filmé et il était heureux comme un roi. Moi, j'étais heureux de le rendre heureux. Et on s'est régalé et tout le monde a apprécié dans la tribune. Voilà. C'était exceptionnel. Et donc, je lui fais une bise à Pierrot. Il doit être super content. Eh ben, on l'embrasse. C'est un fidèle auditeur de Maritima, les gars. Il vous adore, hein, Pierrot. La bise, Pierrot. Une grosse bise à Pierrot. Merci de sa fidélité. Merci de ta fidélité, Bernard, et de la fidélité de tous les auditeurs à Maritima. Merci, Bernard. Encore une fois d'avoir été avec nous dans le débrief. À bientôt sur nos antennes. Jaco, un mot sur cette ambiance. On le sait, tu es assez émotionnel, quoi, toi, quand même. Et quand tu vois ça, ben, je pense que ça t'émeut un peu. Ah ouais, pas un peu. C'est fou, hein. Moi, j'ai vite le frisson, j'ai vite la larme à l'œil. C'est quelque chose qui me va dans les tripes. Ceux qui sont capables de faire ces gens, parce que Enzo, tu te rends compte de la préparation qu'il y a tout au long de la semaine, l'investissement qu'ils y mettent le soir après le travail, après le boulot. Ils sont là, ils viennent pour pouvoir essayer de faire des animations le mieux possible. Mais si le stade est aussi beau, si le stade fait vendre autant de droits télé, c'est eux. C'est eux. Et si la Ligue ne comprend pas que sans eux, ils n'arriveront pas à avoir des droits télé, je m'excuse de faire cette parenthèse, mais comment c'est possible dans ce monde de ne pas se servir de cette publicité quand tu veux vendre à ces gens-là? Filme ce qu'est le stade de Vélodrome, et les gens, les diffuseurs, ils vont être heureux de se dire mais comment je peux passer à travers de ça, parce que même dans les petits matchs ils sont capables de nous apporter. Contre Toulouse, dans tous les matchs ils ont été toute l'année, ils ont été performants, les supporters. Donc c'est avec ça, si vous supprimez, si vous fermez les tribunes, mais personne ne va vouloir venir prendre des droits télé. C'est tout simplement scandaleux ce que fait la Ligue. Et on espère en tout cas que les winners ne seront pas suspendus pour le prochain match au Vélodrome. On espère en tout cas qu'ils fêtaient leur 38e anniversaire et qu'ils ont craqué pas mal de fumigènes. On restera attentif à ces informations. Là, on continue notre débrief avec Nabilou qui nous a rejoint. Salut Nabilou. Enzo, salut Jacques. Comment Nabilou, ça va? Une analyse de cette rencontre et de cette victoire de l'Olympique de Marseille. Première mi-temps très très compliquée. On a été habitué à avoir des matchs comme ça, malheureusement très ennuyeux. Et j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a eu ce spectacle de l'Orange Vélodrome avec les supporters qui nous ont vraiment foutu un spectacle hors norme, comme à leur habitude. Et j'ai envie de te dire qu'ils sont encore derrière leur équipe malgré toutes les défaillances qu'il y a eu. Et franchement, heureusement qu'il y a eu cette ressource en seconde période qui a pu nous amener cette victoire très importante, parce que moi je dis qu'elle est très importante cette victoire, parce qu'avec le faux pas de la belle opération de Strasbourg, je ne vais pas dire celle de Monaco, c'est une belle opération qu'ils ont fait Strasbourg, qu'ils ont maintenu quand même au stade Louis II Monaco, il fallait que tu gagnes impérativement et essayer d'arrondir un peu au niveau de ton goal average. Alors le goal average bien évidemment qui est important, c'est grâce aux joueurs offensifs, c'est grâce notamment à Mason Greenwood qui a inscrit un doublé ce soir. Est-ce que Nabilou, le numéro 10 marseillais, il a répondu aux attentes ce soir? Elle a répondu aux attentes, c'est oui et non. Bon, après quand il joue à son temps de poste et qu'on ne lui demande pas de défendre bien sûr, il est très important. On l'a vu encore ce soir, donc lui il est là pour marquer, il n'est pas là pour défendre. J'entends bien toute la semaine et toutes les semaines et tous les mois qui sont passés le PDS. Et c'est vrai que c'est un attaquant, c'est pas un défenseur, donc lui il est là pour marquer les buts. On est dans les meilleures conditions et on le sait qu'il est très habile de ses deux pieds. Et ce soir il nous l'a prouvé, quoi. Penalty, pas penalty, pour lui il a mis à 18 buts et on en a besoin. Ça va être important pour les prochaines séances. Qu'est-ce qu'il a fait de plus finalement ce soir que les précédents matchs, Greenwood? Greenwood, tout simplement il n'a pas défendu. Il a fait ce qu'il fallait, quoi. Il a eu quelques ballons, il a fait des choix intelligents et il a mis au fond, tout simplement. Il s'est pas épuisé comparé au précédent match, tout simplement. Jaco, le match ce soir de Mason Greenwood, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux. Tu l'as trouvé comment? Plus percutant, même s'il marque ses 2 buts, bien évidemment, on retient ça, mais dans le jeu. Décisif, voilà, le mot qui lui vient, il est décisif. Parce que le pénalty, les gars,
quand tu tires un penalty devant 66 000 personnes, parce que les gens ils pensent que le penalty c'est facile. C'est son 6e penalty transformé cette saison. Tu le tires dans un stade, toi chez toi à l'USPEC, il n'y a personne autour. Non mais c'est vrai, c'est facile. Oui. Je peux le tirer moi. Mais par contre devant 66 000, et c'est le penalty du 1-0. Il faut le mettre. Et surtout dans sa situation où il est moins bien en ce moment. Voilà, et le contre-pied est parfait. Donc c'est un mec qui a été décisif. Le but qu'il marque, il est magnifique. Donc moi, j'adore ce genre de joueur. Quel est le joueur capable de changer le cours des matchs? Mason Greenwood. Tout simplement. Et on l'espère en tout cas qu'il va continuer, qu'il va continuer à performer sur ce sprint final parce qu'on en aura besoin de Mason Greenwood. Nabilou, après cette rencontre ce soir, tu es comment pour la suite? Est-ce que tu es rassuré? Est-ce que tu es un peu moins inquiet? Voilà un petit peu ton sentiment pour la suite de ce championnat et ce sprint final. Tu sais, je te dis la vérité, Enzo. Cette saison, on a eu tout son de cloche et on a eu des berces et des pas mûres. Ouais, mais capable du meilleur du pire. Et j'ai envie de te dire, par rapport à la deuxième période de ce soir, oui, je suis rassuré parce qu'on a planté 5 buts, malgré que tu te prennes un but encore bizarre. Et j'ai envie d'être confiant parce que je me suis dit, bon, écoute, il y a encore des échéances. Tu sais que voilà, Monaco va affronter Lyon, tu sais que toi, tu vas prendre Brest. C'est des 3 points importants qu'il va falloir que tu gagnes à la maison la semaine prochaine. Tu vas aller à Lille. Donc je pense que déjà cette victoire va faire énormément de bien dans le cerveau des Marseillais et je veux rester confiant parce que voilà, ça fait la peinture émotionnelle. Il faut tout simplement ne pas être cardiaque avec 7 OM de 2025 parce que sinon là j'écoute, j'ai la vérité, je fais 9h, 9h23h, j'écoute Maritima. Arrivé à 18h, je tremble parce que vous êtes en train de mettre Jacques Baye dans des états lamentables. Franchement, j'ai peur pour lui, tu vois. Ça me fait peur parce que t'inquiète, on est là, on est avec dans les tours. Il est en train de monter dans les tours. T'inquiète pas. Non, c'est pas ça, c'est que je l'écoute, tu vois, j'écoute. Quand j'entends Jacques Baye, moi, dans cet état-là, je me dis, oh les gars, allez-y, nous sommes avec lui, vous êtes en train de me le tuer. Donc, et là, ce que je peux vous dire, je suis vraiment très ravi d'avoir retrouvé enfin à 5 reprises Karim Attab. Il m'avait manqué depuis Toulouse, j'ai plus entendu parler d'un but, d'une célébration. Ah là, c'est quoi, je le regardais en boucle, tout simplement. Voilà, je le regardais en boucle. Merci Nabilou. J'attends vite que ça se passe sur YouTube pour que je me régale et TikTok et tout le bordel. Quoi. Enfin, bref. Voilà, bientôt sur YouTube à la fin de ce débrief. Merci Nabilou d'avoir appelé, d'avoir débriefé et à très bientôt sur Maritima. Restons sur un autre joueur qui personnellement m'a plu ce soir et qui me plaît depuis le début de la saison. On n'en entend pas beaucoup parler, beaucoup le critiquer lors de son arrivée, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un des joueurs qui a le plus progressé, la plus grosse surprise, Samir Murillo, Jacques, ce soir. Et quand il n'est pas là, ça se ressent. Et quand il est là, ça se ressent, mais dans le positif. Ah oui, mais il est incroyable ce joueur. Tu sais, il y a des joueurs qui arrivent, qui sont moyens et qui s'adaptent au système. Lui, c'est celui qui a fait le plus de progrès. Depuis qu'il est arrivé, il est vraiment rentré comme dans un puzzle. Il est vraiment rentré où il fallait être dans cette équipe. Il apporte énormément. On appelle ça de la sobriété. C'est-à-dire que sobriété, efficacité, il en fait jamais plus que ce qu'il faut. Il a toujours 12 ou 13 sur 20, des fois 15, mais il n'a jamais 8 ou 9 lui. Hein. Il a toujours la moyenne. Et ça fait plaisir. Et je pense que ce n'est pas un tricheur. C'est un garçon qui te donne envie d'entraîner. Quand tu as été entraîneur, moi je l'ai été pendant de nombreuses années, tu as aussi besoin de joueurs comme ça. Je l'ai vu en conférence de presse. C'est un bon mec. Il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a le joueur et il y a l'homme. Et quand les deux sont réunis, c'est important. Et là, on a les deux et donc ça fait du bien. Ouais, il a progressé. Tu trouves qu'il a progressé véritablement depuis le début de la saison et où surtout? Il a progressé surtout techniquement et tactiquement. Alors techniquement, pourquoi? Parce que quand il est arrivé, il a été montré du doigt à plusieurs reprises. Le Panama, on a eu des médias nationaux qui nous l'ont tué. Et quand tu arrives que tu n'es pas en confiance, tu n'es même pas
pas capable de faire un contrôle devant 65 000 personnes quand tu as une mauvaise presse, c'est très difficile. Donc lui, il est rentré petit à petit dans le moule, il n'a pas fait de bruit, et donc la progression, elle s'est faite dans sa tête, et après il s'est imposé techniquement, en montrant de belles choses. Il a été buteur, on l'a vu, il a été capable d'être au deuxième poteau, marquer des buts, mais surtout cette sobriété, et il a compris le système, lui dans le système A3, il sait se positionner, il est rapide dans ses interventions, dans la vision du jeu, c'est-à-dire qu'il intervient régulièrement, il sait couper les trajectoires adverses. Donc quand Amir Murillo n'est pas là, l'Olympique de Marseille n'a pas la même figure. Oui, ça se ressent quand on n'a pas Amir Murillo. Parlant d'un joueur qui aurait pu marquer ce soir, c'est Amine Gouiri. Malheureusement, son but, normalement, il ne va pas être pour lui, ça sera plutôt un contre son camp. Lui aussi, comme l'équipe, finalement, en première mi-temps, on n'a pas beaucoup vu, il a eu du mal. Par contre, en deuxième mi-temps, on a vu un Amine Gouiri un peu plus entreprenant et un peu plus présent dans la zone de finition. Oui, mais on ne peut pas lui demander, les gars, contre une défense à 5, un attaquant de l'Olympique de Marseille, tu peux mettre qui tu veux. Bien sûr. C'est impossible à trouver. Tu trouves pas un attaquant comme ça. Il est au milieu de 5 ou 6 défenseurs adverses. On peut se poser la question, pourquoi on n'a pas joué avec 2 attaquants de pointe ce soir? C'était à mon avis indispensable contre une pauvre équipe montpelliéraine. Donc si on ne l'a pas vu, on l'a vu en deuxième mi-temps parce que l'OM a eu plus d'espace, l'OM a commencé à mettre un peu plus d'intensité et il a montré lui aussi le bout de son nez. Il faut aussi se rappeler de ce qu'a fait l'Olympique de Marseille en première mi-temps avec des milieux de terrain, des milieux défensifs qui étaient très près de nos défenseurs centraux et qui ont abandonné le milieu de terrain. On était trop bas. En deuxième mi-temps, on est monté d'un cran et donc on a pu trouver Amine Gouiri. Il y a aussi le manque de technique dans les passes. On a eu... alors, quelque part, je vais un peu les excuser, les joueurs, parce que le vent, il a gêné là, il est tombé maintenant, mais le vent a gêné beaucoup dans le jeu. Il y a eu aussi ça à prendre en considération. Quand j'ai vu Geoffrey Kondogbia manquer cette transversale, être aussi maladroit, c'est pas dans ses habitudes. Donc les passes en première mi-temps, c'était difficile à faire parce que le vent a fait son travail. Alors en deuxième mi-temps, il était toujours là, le vent, mais il y avait surtout une attitude et un comportement des joueurs marseillais qui ont pressé plus haut. Ouais, qui ont pressé plus haut et qui ont permis cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. On le rappelle, un succès 5-1 ce soir pour l'Olympique de Marseille. Et c'est une victoire qui leur permet d'être deuxième. Une place importante parce que c'est une place qualificative directement pour la prochaine Ligue des Champions. Alors on va terminer ce débrief du BDS avec Steph qui est avec nous au téléphone. Salut Steph. Salut les gars. Steph, ton sentiment après cette victoire marseillaise, comment tu l'analyses, comment tu la ressens, comment tu l'as vécu? Première mi-temps très 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 compliqué, où on fait ce qu'on fait depuis plusieurs matchs, c'est-à-dire jouer à la baballe, être inexistant dans les 20 derniers mètres adverses, beaucoup de complications, on jouait à la baballe, de toute façon même à 1-0, l'équipe est sortie sous les sifflets. Donc parce qu'on s'attendait à mieux face à cette piètre équipe de Montpellier. Et oui, on a vu un peu plus d'entrée. Heureusement, ce penalty débloque le match et te permet en seconde mi-temps de faire ce que tu as fait logiquement, c'est-à-dire mettre un score assez sévère à cette piètre équipe de Montpellier-Rennes. Tu les comprends les sifflets, Steph, en fin de première période et en début de deuxième? Mais bien sûr. Combien de fois on va se répéter tu te dis mais c'est pas possible, on va se finir comme d'habitude par se prendre un coup de pied arrêté ou une frappe contrée ou un contre et on va encore tout stresser face à la lanterne rouge de Ligue 1 qui ont 15 points au bout de 30 journées. Normalement, gravé, chose que tu as fait en seconde mi-temps, mais en première mi-temps, je te pose beaucoup de questions quand même. Pourquoi on met autant de temps à faire mal à nos adversaires? Et donc, indirectement, tu leur donnes la possibilité, eux, par contre, de te faire très très mal. Et on le sait que quand on ne marque pas les premiers, on a beaucoup de mal à gagner nos matchs. Et donc, bien entendu, que je suis désolé, les sifflets sont complètement légitimes. Quand tu vois que tu arrives dans les 25 derniers mètres adverses et que tu reviens presque au gardien, tu te dis mais qu'est-ce qu'il faut? Après, voilà, il faut relever et retenir la seconde mi-temps, beaucoup plus d'entrain,
les entrées, on fait beaucoup de bien avec Raoult qui marque, avec Benacer qui fait la passe D, avec Guiri, bon, on voit mal du virage au sud, mais apparemment ils disent que c'est un but contre son camp, peut-être oui, c'est un but contre son camp, Steph. Voilà, mais on a vu un peu plus de jeu de profondeur, plus de jeu en première intention, et voilà, c'est ce qu'on doit voir au Vélodrome, et notamment aussi à l'extérieur avec ces joueurs-là, parce qu'il y a de la qualité quand même. Et énormément de qualité, c'est ce qu'il faudra montrer pour les Marseillais la semaine prochaine avec la réception du Stade Brestois. Messieurs, passons au top 3 et au flop 3 de cette 30e journée de Ligue 1. Jacques, on va démarrer par le flop 3, les 3 joueurs qui ont été un petit peu en dessous ce soir. Bon, moi je vais mettre Geoffrey Kondogbia, je vais mettre Pierre-Emile Højbjerg et je vais rajouter Valentin Rongier qui ce soir n'ont pas été à la hauteur. Le milieu de terrain plus le défenseur central axial avec Geoffrey Kondogbia. Le flop 3 pour toi, Steph? Ouais, c'est le même. C'est des joueurs pour lesquels j'attends beaucoup plus. Et encore une fois, notre défenseur, mais bon voilà, on va pas revenir là-dessus. Hein. À la base, c'est pas un défenseur central, donc il fait ce qu'il peut malheureusement. Mais on peut, à chaque fois que ça part en contre, tu trembles. Et il va falloir vite remédier à cette problématique-là. Parce qu'on risque de souffrir encore sur les 4 prochains matchs. Mais je sais que De Zerbi est têtu. Le résultat parle pour lui ce soir. Mais on doit faire une analyse de ce match-là. Et l'analyse est que la première mi-temps, elle est vraiment très très compliquée de l'OM. Mais oui, je rejoins Jaco sur Pierre-Emile Højbjerg, Kondogbia et Valentin Rongier. Je le trouvais vraiment en dedans ce soir. Ouais, Valentin Rongier, ça fait quand même 2-3 matchs qu'il est un petit peu moins bien, comme tous les autres. Il a le droit à avoir un petit coup de moins bien, mais c'est vrai que ça arrive pas au bon moment. Steph, ton top 3. Allez, les 3 joueurs qui t'ont le plus plu. Dans mon top 3, il y a Greenwood. Je veux noter là quand même l'entrée de Jonathan Rowe et ce but-là, parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Et encore une fois, il rentre, il est décisif, donc ça va lui faire beaucoup de bien et on va avoir besoin de tout le monde pour cette fin de saison. Et Garcia, que j'ai vraiment bien aimé sur le côté gauche. Allez, ben voilà le top 3 de Steph et ton top 3, Jacques. Même exactement le même. Alors, Greenwood, décisif. Mais Ulysse Garcia, il a été décisif, passeur décisif, il a été important dans tout le jeu, donc ce soir évidemment provoquer le penalty, donc oui évidemment. Et puis Jonathan Rose, c'est mon gâté, c'est un joueur que j'adore, il joue pas assez je pense, ce soir il avait la possibilité de jouer plus que ça, si le coach lui avait fait confiance avec Amine Gouiri, je pense que ça aurait été possible, donc voilà, mais je suis très 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 heureux parce que ce but il fallait le mettre. Il fallait bien évidemment le mettre. Un très très beau but de Jonathan Rowe. Pour ce sprint final, Steph, comment tu le sens, toi? Pour moi, vous le savez, je le répète depuis plusieurs semaines, il faut prendre match après match. Et tu vois, comme quoi, même encore Monaco a fait un mauvais résultat chez lui, donc il y a encore des confrontations directes. Toi, tu dois compter que sur toi et faire le travail. Il y a la qualité, il y a les compétences, il reste 4 matchs, il faut aller taper les 9 voire 10 points minimum. Voilà, si tu fais ça, tu seras en Ligue des Champions et tu auras rempli tes objectifs. Mais il va falloir un grand OM, surtout l'OM de la deuxième mi-temps qu'on a vu ce soir. 4 matchs, 2 déplacements, 2 réceptions dans l'ordre. La réception de Brest la semaine prochaine. Il y aura le déplacement à Lille, un concurrent direct. Le déplacement au Havre. Et enfin, le dernier match ici même au Stade Vélodrome avec la réception du Stade Rennais d'Habib Beye. Merci Steph d'avoir été avec nous sur Maritima comme d'habitude. Merci à vous les amis. Merci et bien sûr on se retrouve dans cette semaine dans le BDS. Jaco, 4 matchs. Combien de points tu penses que l'OM devra aller chercher pour aller pour garder cette deuxième place au classement ou alors cette troisième place qualificative en Ligue des Champions? Je pense, Enzo, qu'on peut en prendre 10. 3 victoires. N'oublions pas qu'il y a le Havre aussi qui est quand même une équipe qui joue le maintien, qui n'a pas de grande qualité. Chez nous, Brest, on doit quand même pouvoir les bousculer. Voilà, Rennes aussi, même si ça va mieux, c'est une équipe qui n'a pas énormément de grands talents. Mais voilà, pourquoi pas un résultat à Lille avec un match nul. Donc je pense qu'entre 9 et 10 points, le Pic de Marseille a quand même les capacités de le réaliser. Surtout que tu vas au
au Havre, mais tu reçois Rennes et Brest à la maison. Donc voilà, je pense je tombe sur 10. Allez, on espère en tout cas 10 points pour l'Olympique de Marseille. On espère une qualification en Ligue des Champions pour réécouter l'hymne de la Ligue des Champions ici au Vélodrome, parce que c'est vrai que ça nous manque les matchs le mardi soir ou le mercredi soir. Et en plus, avec cette nouvelle formule, Jaco, on aura le droit à des très très beaux matchs, parce qu'il y aura peut-être le Real Madrid, le FC Barcelone. Enfin, c'est tout simplement fantastique. On espère en tout cas. On espère en tout cas vivre les belles rencontres l'année prochaine au Stade Vélodrome. Merci à tous de nous avoir suivis après ce succès très très large de l'Olympique de Marseille, 5-1 ce soir face à Montpellier. Dès lundi, le bar des supporters qui sera de retour à partir de 18h pendant mardi, c'est vrai. Lundi de Pâques, c'est vrai. Donc rendez-vous mardi à partir de 18h pour le BDS jusqu'à vendredi, bien évidemment. Et on se projettera petit à petit sur le match face au Stade Brestois. Excellente fin de soirée sur Maritima.